Bonjour et bienvenue au débat sur est-ce qu'il faut un New Deal pour l'infrastructure. Et on a ici un panel des experts formidables et ça sera une expérience animée et interactive. Donc, je vous présente ici le panel. D'abord, on va commencer avec notre économiste Marc Guillaume, qui va nous parler un peu sur... Il va être un peu, en anglais, je vais le dire, challenging, à ce que le pensée accepté. Et après, on passe à Edgar Blanco, qui est directeur de recherche sur les logistiques à MIT. Christophe de Becker, groupe Edmond de Rothschild. Et après, Bertrand Badret du Banque mondiale, grand expert en financement et structure des infrastructures. Bassery Touré, vice-présidente de Banque ouest-africaine de développement. Laurent Morel, PDG de Klépierre, les infrastructures commerciales. Et Dominique Maillard, PDG de RTE, système de réseau de transmission. Et Michel Combe d'Alcatel-Lucent. Et après, il y aura une question du public. Et après ça, on aura un petit débat entre les intervenants. Donc, j'espère que tout le monde va s'amuser. Et on commence avec Marc Guillaume. Je vais passer la parole à Marc. Allô ? Oui, parfait. Merci Peggy. Bonjour à tous. Alors, le New Deal des infrastructures, avec cette expression, on pense bien sûr à Franklin Roosevelt en 1933 et plus récemment à Al Gore avec ses superhighways, qui était sa manière d'appeler les nouveaux réseaux virtuels. Donc, on espère, en temps de crise, c'est l'espoir suprême, c'est ce qui permet de créer de l'emploi à court terme et à plus long terme de permettre le développement, la poursuite du développement. Le problème, il est double. C'est qu'il faut les financer, ces infrastructures, et d'autre part, il faut les choisir. Alors sur le problème du financement, bien sûr, on pense à l'épargne insuffisante, mal orientée, à des États qui n'ont plus d'argent, à des retours sur investissement qui sont à très long terme, qui sont d'ailleurs incertains. Alors tout ça est vrai. Alors, je vais citer quand même un chiffre, celui de mon président, Jean-Louis Hervé Lorenzi, qui, dans son dernier livre, Un monde de violence, suggère, c'est un chiffre que les financiers vont peut-être discuter, qu'en 2030, il y aura un écart de 5% de PIB entre l'épargne relativement à l'investissement au niveau mondial. 5% d'écart. Mais enfin... Je me dis que ces problèmes sont quand même pas solubles dans l'immédiat. Les financiers savent inventer des dispositifs ingénieux. On l'a vu avec les subprimes. Et on peut imaginer donc des financements équilibrés à long terme. On sait construire des partenariats publics-privés. On a des dispositifs comme la Banque européenne d'investissement qui dispose de disponibilités importantes, qui prête à des taux voisins de zéro et qui a un effet de levier, si je ne me trompe pas, de 6. Et puis récemment, la BCE a annoncé qu'elle allait financer les banques à condition que les banques financent à leur tour les investissements. Bref, on a des dispositifs et je pense que les institutions européennes gagneraient, ne serait-ce qu'en popularité, en se mobilisant sur ce terrain pour faire sauter certains verrous. Donc j'aurais envie de dire que ces difficultés au niveau européen sont redoublées aussi au niveau mondial, au niveau notamment de tous les pays qui ont des besoins en infrastructure. Je pense par exemple, c'est un peu pour faire le lien avec ce que va nous dire Edgar Blanco, il va y avoir une urbanisation extraordinaire. On va passer de la moitié des habitants de la Terre sont des urbains. Dans quelques années, ce sera les 2/3. Donc vous voyez le besoin en infrastructures urbaines considérables, urbaines et en matière de transport également. Donc ces problèmes de financement ne sont pas simples, mais il me semble, on va le voir, que dans une certaine mesure, ils sont traditionnels et que la créativité financière et la volonté politique pourraient en venir à bout. Cela dit, il faut choisir, parce qu'un certain nombre de pays, je pense à l'Espagne et à la Grèce, ont fait comme ça beaucoup d'infrastructures, et ça ne les a pas amenés ça les a développés à court terme, mais ce n'était pas une voie de développement à long terme. On peut même se demander, Patrick Artus le disait encore ce matin, si la Chine n'est pas en train de se lancer dans
dans une sorte de bulle immobilière en ayant une sorte de préférence en termes d'infrastructure pour l'immobilier. Enfin, c'est une question qui sera peut-être abordée un peu dans le cours du débat. Alors le deuxième chapitre de difficulté, c'est que avant les infrastructures, ça a été dit hier en début d'ouverture de ces rencontres, Kewin O'Rourke a dit oui, les infrastructures c'est important, mais ce qui est important, c'est ce qui est en amont des infrastructures, c'est-à-dire l'innovation, la rupture technologique radicale, celle qu'il faut choisir. Et là, je vais avancer une hypothèse un peu pour agacer ceux qui sont mes voisins. Est-ce que les entreprises qui font des infrastructures, est-ce qu'elles ont dans leur gène des capacités d'innovation suffisantes ? Voilà la question un petit peu, en effet, challenging que je voudrais vous poser. Parce que quand on fait des autoroutes, on risque ensuite de rester dans des rails. Quand on fait des infrastructures, on est excellent. Tous ceux qui représentent ici des grandes entreprises sont excellents. Ils ont un savoir-faire, une culture technique. Et donc l'excellence, parfois, vous incite à rester dans les rails de votre excellence. Alors, je vais le dire en termes français, peut-être pour être plus clair. Ça a été, en France, un peu la stratégie de l'Arsenal. Par exemple, notre vénérable Corps des Ponts savait faire les meilleures routes du monde, donc ils ont eu un peu de mal à passer aux autoroutes. Bon, c'est passé, il n'y a que les plus âgés dans la salle qui comprennent ce que je veux dire, puisque c'était dans les années 60. De manière plus proche, ceux qui savaient faire des téléphones, et par exemple France Télécom a beaucoup contribué au développement du téléphone portable, ceux qui savaient faire du téléphone avaient une certaine tendance à mépriser Internet. Prendre un exemple encore plus courant, encore plus proche, encore plus contemporain. Comment imaginer, comment innover en matière de mobilité urbaine, par exemple en mobilité sur 2 roues ou 3 roues, quand on construit des automobiles depuis un siècle. Et enfin, un dernier exemple, comment faire la prospective des énergies renouvelables quand on a su devenir un leader mondial du nucléaire. Donc voilà, mon hypothèse, c'est que les entreprises d'infrastructure sont peut-être frileuses. Et que même sur les marges de leur cœur de métier, elles n'avancent un pied que d'une manière très prudente. Alors tout ça est compliqué par une chose, c'est que d'abord il faut bien les choisir, mais il faut les choisir en sachant que la croissance n'est plus garantie, ça on le voit depuis 2 jours, c'est répété ici, ni dans son niveau, ni dans son rythme, ni même dans ses orientations. Parce que quelle croissance finalement ? Alors la croissance verte peut-être, il y a de grands projets, de grandes infrastructures pour la croissance verte. D'ailleurs, il y en avait plein de potentialités dans le rapport de la Commission pour la libération de la croissance qu'avait présidé Jacques Attali. Il y avait plein de bonnes idées, mais où ont été construites les 10 écopolis de 50 000 habitants qu'il avait Désolé, Marc. On me dit que c'est fini ? Oui, c'est fini. Moi, j'ai raté ça aussi. J'arrête là, je reprendrai peut-être. Merci. Merci, Peggy. Non, je suis désolée de vous interrompre. C'est très intéressant. J'aimerais bien entendre la fin, mais peut-être dans les questions. Peut-être, dans les questions, voilà. Maintenant, on passe à Edgar Blanco. Et là, je vais le dire en anglais. Everyone knows that traffic jams are very bad for our own productivity, but now we know they're very bad for economic growth as well. So I'm going to ask Edgar to talk to us about urbanization and logistics. Thank you. Can you hear me? Perfect. So thanks for the invitation. Not being an economist, I always feel a little bit, afraid of being in this crowd, but hopefully I will go through it. I think that one of the focus of this panel is to talk about developing countries and how we can think differently and creatively about infrastructure. And when we talk about developing countries, and I think Mark alluded to it at the beginning, we have to talk about urbanization. So we have moved, it's a known statistic by now, more than half the population live in urban areas, but the story is a little bit more dramatic than that statistic. So we're going to reach roughly 9 billion by 2050. We use 2050 as a good number. Any infrastructure that matters takes 20 to 30 years. So if we want to get something done by 2050, we need to start talking about now. So it takes 10 years to talk about it, and then 30 to build it. So 9 billion people, and of those 9 billion people in the developing world, close to 70% are going to be living in urban areas. And these urban areas are not the beautiful urban areas that we're enjoying here today.
They're not because they're not beautiful in the sense of infrastructure, they're very, very dramatically different. Different in one particular point that goes back to the initial question, and that's density. Just to give you orders of magnitude, when you think of a dense city in Europe, you may be thinking about London, maybe Paris. Those cities, the density per square kilometer roughly is 5,000 people per square kilometer. That's across the whole metropolitan area. But if you go on cities like Mumbai, we're talking about 30,000 people per square kilometer. So we're talking about 10, sometimes more density per square kilometer than cities that we are used to think of. And how do we build infrastructure in those environments where you have much, much more people and you have also increasing needs of those people because of traffic jams, because of vehicle ownership? How do you build more infrastructure? And usually the answer is you cannot. You cannot just build more infrastructure. There's no space for infrastructure. The only choice is to be more rational, and high resolution is what we use to talk about this. High resolution understanding of the city needs, so you can then maximize the use of existing infrastructure. Of course, there's lots of opportunities for energy, I would say water, but the one that I'm talking mostly about is roads that are shared by people, trucks, all the things that we do, getting to work, going back home, going to the places we enjoy. And what do I mean by a smart use of infrastructure? I want to use a couple of interesting examples. We all know that the most efficient, it would be great if everyone has a metro system. Roughly a metro system costs $100 million per kilometer. That's great. If you have the money, go ahead, build a metro. Most of these countries, they have so many priorities, you cannot build a metro system. You have to do other things. If you have not had the chance to see this in action, this was an idea that started in Brazil in a city called Curitiba. These are the bus rapid transit systems. And they did something that seems unimaginable, but worked quite well. They took the road and divided it in two pieces. One piece is for buses that get people long distances, one place to the other. The other one are for cars. And through that, they maximize the use of that infrastructure. The cost of that redevelopment is roughly $5 million per kilometer. Now, the capacity is much less than a metro system, but the net effect of quality of life was dramatic in Curitiba, then Bogota did it, and now many cities in the world are doing it. So this is what I mean by you not only have to think about building new infrastructure, but using the one you have better. And that is a critical aspect of this process. And just in closing, because I know we have little time, the other advantage we have nowadays is that this high resolution analysis of urban areas or any other infrastructure in the world is possible now because of technology. Technology will not give us a solution, but will give us the information we need. And I think there's a lag, and this is where some of the new investments need to come, not in all this concept of smart cities, which are great in Europe as well. I know this is in vogue in many places of the world, but this notion of a smart city is not really what we should aim for. What we should aim for is the informed city, not smart. I don't want you to be smart, I just want to know what is going on. So I can then take more dynamic type of policies. This idea that the only thing we could do is either prevent people to come into a place or incentivize them to come to a place in a blanket form is no longer a possibility. Now technology allows us to think more nuisance. Should we allow trucks at certain hours, certain kinds of trucks? Do you let people use the car more if you use it less in other parts of the day or other parts of the city? This is not only high resolution, but very data-driven analysis, I think will allow us to use that infrastructure much better over time. Thank you very much, Edgar. Maintenant, je passe à Christophe Debacker. Et la question que je vous pose, c'est que faites les banques pour les infrastructures? Et est-ce que le financement des projets doit évoluer? Ça doit marcher. Mais que fait la technique? Elle fonctionne très bien et elle innove. Dis-moi alors, ça marche toi? Ça marche bien.
Mais que fait la banque? Ouais. Un petit commentaire quand même sur le New Deal, parce que M. Roosevelt, il était confronté à... Non, ça marche pas. Il faut. Là, ça marche? Pardon. Ouais, ça marche. Alors, une petite rapidement quand même, puisqu'on n'a pas un temps fou. M. Roosevelt, il était confronté quand même à une situation un peu différente de celle à laquelle sont confrontés les dirigeants du monde entier d'ailleurs. Et en 1929, il s'agissait quand même de redonner un cadre complet à l'économie et au pays, un cadre fiscal, juridique, social. Et il s'agissait de remettre au boulot des millions de chômeurs. Et même si ça ne va pas trop fort en Europe, on n'a pas le sentiment qu'on en est encore là. Bon, en tout cas, tous n'en ont pas conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est tous d'accord qu'effectivement, c'est en s'attachant à la relance de ces investissements en matière d'infrastructure qu'on va relancer l'économie. Et on a également le sentiment qu'il faut faire la différence. Il y a infrastructure et infrastructure. Il y a des infrastructures qui poursuivent donc un but d'interconnectivité. Et là, on parle des domaines du transport donc c'est la route, c'est l'autoroute, c'est le ferroviaire, les ports. Et puis il y a tout le reste des infrastructures qui constituent en soi un vrai sujet. Il y a également le problème effectivement qui dépasse l'Europe, et vous allez en parler dans un instant. Et puis il y a la problématique de ce qu'on fait à court terme et les vertus effectivement de ces financements d'infrastructures à court terme et le long terme. Donc ça, c'est effectivement une introduction. Mais il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour parler des infrastructures en tant que telles. Ce qui s'opère en ce moment pour les financiers, c'est que le mode de financement des infrastructures est en pleine évolution, pleine révolution. Et ça, on le doit malheureusement ou heureusement à la crise qui est passé par là et qui a mis les banquiers traditionnels ou les banquiers de bilan en position finalement de ne plus financer les infrastructures, ce qui était le cas, parce que je vous rappelle que les infrastructures étaient financées à hauteur de 2/3 par les grandes banques. Les acteurs, effectivement, autres, sont aujourd'hui en situation d'opportunité pour se positionner, alors que jusqu'à présent, et le groupe qui m'emploie en est un. Petite parenthèse pour le groupe qui m'emploie, c'est un groupe qui appartient à une famille qui est investie depuis des années dans les infrastructures, qui au milieu du 19e siècle s'est intéressée aux problèmes des infrastructures en matière de construction, d'exploitation. C'était principalement du ferroviaire, c'est des compagnies ferroviaires qui ont été lancées en 1835 et 1945, donc il y a une espèce d'héritage culturel. Mais ce groupe-là, qui aujourd'hui ne bénéficie pas d'un bilan, est tout à fait enchanté de pouvoir passer d'un rôle de conseil en structuration de financement, à un rôle d'acteur. Et on peut passer enfin de ce rôle-là, parce que les banques, contraintes par la réglementation, par la crise, Bâle III est passé par là, ne peuvent plus jouer ce rôle-là. Et il faut bien que certains jouent le rôle d'adosseurs de passifs en ayant des solutions innovatives. Vous allez m'en gronder. Donc effectivement, les compagnies d'assurance, les corporates ont des problématiques de passifs longs, et elles doivent trouver auprès de gens comme nous des solutions pour adosser ces passifs avec des investissements longs, ce que sont les infrastructures. Et grâce aux dispositifs qu'ont mis en place les pouvoirs publics, et notamment je pense à ce qui a été mis en place en France l'année dernière dans le cadre donc, des fonds de prêt à l'économie, nous pouvons enfin apporter des solutions à des investisseurs qui eux ont des problématiques longues. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. On m'a demandé de ne pas faire trop de publicité, mais on travaille en ce moment à un projet très intéressant, qui est un fonds de dette infrastructure qui va permettre donc à des assureurs, grâce au dispositif mis en place l'année dernière, et à des corporates d'investir sur des projets d'infrastructure européens qui touchent les domaines que j'ai évoqués avec pour objectif donc l'interconnectivité. Donc là, et j'en finis, on a enfin un espace pour les acteurs innovants en matière financière, grâce à la mobilisation des pouvoirs publics et à l'intérêt des industriels. On a l'occasion d'apporter des réponses effectivement qui vont dans le bon sens. Les investisseurs, ils ont un avantage. Effectivement, ils ont d'abord des problématiques de cash flow régulier, ils ont des problématiques de rendement, puisque les taux sont tellement bas en ce moment que tous ces sujets-là effectivement répondent à des problématiques de rendement. Et puis effectivement, ils trouvent le moyen de se protéger contre l'inflation. Et surtout, et je me tais après, les banquiers qui sont encore malmenés, parce que les banquiers sont malmenés depuis longtemps. Ça a été Lehman, ça a été Kerviel, ça a été ceci, ça a été cela. Maintenant, c'est les Américains qui s'occupent de nous. Donc, de toute façon, les banquiers sont malmenés. Donc là, c'est une occasion unique de démontrer que les banquiers peuvent jouer un rôle majeur dans l'économie réelle et peuvent apporter des solutions qui ne sont pas financières, mais qui sont des solutions qui allient des problématiques réglementaires, des problématiques d'investissement et des problématiques industrielles. Et je crois que même quand on est un acteur plus modeste, qui est notre cas, avec une grande ambition malgré tout, et qu'on n'a pas de bilan, on peut participer à la relance de l'économie de cette façon-là. Il faut l'appuyer légèrement, du coup. Non.
Voilà, ça marche. Merci Christophe. C'est très intéressant, mais je trouve que c'est toujours trop rare de trouver ces investisseurs, ces banquiers ces banques qui sont prêtes à investir, et ils sont toujours trop réticents. Maintenant, vous connaissez l'adresse, vous savez où le trouver. Bon, maintenant on passe à Bertrand Badré de la Banque mondiale. Et Bertrand, c'est un peu le même sujet là. C'est cette question comment on peut attirer le financement privé. Parce qu'on a vu, surtout en Angleterre, on a fait un grand discours sur on va trouver tous ces institutionnels qui vont investir dans toutes les infrastructures en Angleterre, mais ce qu'on a vu, c'est qu'elles ne viennent pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par le même rite, et c'est bon, par le même rite initiatique du micro. Alors moi, je suis un peu un banquier repenti, parce que j'ai été directeur financier de 2 grandes banques en France avant d'abandonner le côté obscur de la finance pour le côté éclairé à Washington. Et contrairement à Christophe, je pense que l'analogie avec le New Deal est en réalité assez pertinente. Je pense que la crise financière qu'on a traversée a assez largement mis le feu à la planète financière et qu'on n'a pas fini de mesurer les dégâts. Alors fort opportunément, les pompiers modernes que sont les banquiers centraux ont inondé ça de liquidités. Donc non seulement on a l'incendie, maintenant on a l'inondation. Et donc je pense vraiment qu'il faut un New Deal pour reconstruire derrière et qu'on a juste commencé. Et les infrastructures sont au cœur de ce débat. Quand on regarde les 10-15 dernières années, donc il y a eu cette crise financière majeure, on a une pression très forte sur les ressources publiques, parce qu'avant d'être financées par les banques, les infrastructures sont quand même financées par les contribuables. C'est quand même le cœur du financement. Et les finances publiques sont sous pression partout. Les transferts publics, l'aide au développement est elle aussi sous pression. Donc tout ça fait un environnement très différent. On voit après la crise une croissance potentielle qui est elle aussi sous pression. C'est vrai dans les pays développés, on voit bien aux États-Unis comme en Europe, mais c'est vrai dans les pays émergents. Même si la croissance reste forte, elle est quand même très sensiblement en retrait par rapport à ce qu'il y avait avant la crise. Il y a plein de raisons pour ça, mais une des raisons, c'est les infrastructures. Alors je vais faire une micro-page commerciale. Les infrastructures, c'est un point important pour la Banque mondiale. Ça a commencé par le premier prêt de la banque, était à la France d'ailleurs, juste après la guerre, qui a été remboursé, je vous rassure, en 69. Donc il n'y a plus de relation financière de ce point de vue-là entre la banque et la France. Et donc les infrastructures, c'est un point crucial pour nous. On a 120 milliards de dollars d'infrastructures en portefeuille. On prête à peu près 20 milliards par an et on espère faire un peu plus. Et on pense que pour atteindre notre objectif, qui est le même que celui que mentionnait Luis Alberto Moreno, qui est d'éradiquer la pauvreté et de favoriser une croissance inclusive. On ne pourra pas le faire si on ne fait pas un effort extrêmement structurant sur les infrastructures. Les besoins sont gigantesques. Il faut se rappeler qu'il y a toujours plus d'1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Comment voulez-vous développer une économie quand il n'y a pas d'accès à l'électricité, tout simplement ? Il y a presque 3 milliards de personnes qui font encore la cuisine avec des combustibles solides, appelons de bois un combustible solide. Donc tout ça, c'est des montants gigantesques. Et quand on met des dollars derrière, c'est environ 1500 milliards de dollars d'infrastructures non financées chaque année. Et si on ajoute ce que disait Egert Blanco, avec les contraintes de l'urbanisation propre, low carbone, c'est encore plus. Donc on est un peu tétanisé, parce qu'on voit tous ces montants, les banques qui se retirent, et on dit comment on va faire ? Et c'est là que le New Deal est à mon avis un concept pertinent. Les banques se retirent, on l'a dit, et malheureusement j'ai un peu participé de l'exercice dans mes fonctions antérieures. Les banques vont se replier sur le court terme, sur le hors bilan, sur le domestique. D'aller loin, ça va coûter plus cher. C'est pas seulement BAL 3 d'ailleurs, c'est les actionnaires qui n'en veulent plus. Enfin, soyons aussi simples. C'est pas que réglementaire. Et tout le monde dit super, il y a des fonds de pension, des assureurs, j'en vois dans la salle. Il y a des fonds souverains, tous ces gens-là vont sauter dessus. C'est ce que disait Tidjane Thiam ou Yves Perry tout à l'heure. C'est plus compliqué que ça. Ces gens-là n'ont pas la granularité de la représentation sur le terrain. Ils n'ont pas tout simplement les credit officers. Donc comment est-ce qu'on organise ce système ? Ça, pour moi, c'est la question à 1000 ou 2000 ou 3000 milliards des prochaines années, avec 3 clés. La première, c'est vraiment passer de 1500 milliards de dollars, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, à 1500 projets. Donc on est vraiment ce qu'on appelle des projets bancables, qu'on arrête de parler de grands chiffres, mais qu'on dise comment on fait cette voie ferrée ici, comment on fait ce port ici, ce réseau énergétique. Ça, c'est un point très important, ça veut dire prioriser. Et c'est très compliqué de prioriser. Deux anecdotes très, très différentes. La première, je voyais le maire de Kaboul récemment. Ça, c'est pas un job facile, un maire de Kaboul. 6 millions d'habitants. En général, j'aime bien poser la question, combien d'habitants croyez-vous qu'il y a à Kaboul ? En général, tout le monde se trompe, dit 500 000. 6 millions d'habitants, ils seront 10 millions dans 3 ans. Ils étaient 700 000 en 2002.
Il y a 700 000 voitures à Kaboul, il n'y a pas une rue macadamisée, et en plus, il y a des bombes qui pètent. Il me dit, je commence par où, monsieur le directeur général? Je ne sais pas, il me dit, les écoles, l'eau, les routes, etc. Donc c'est compliqué, l'urbanisation. Autre anecdote très différente, le Mexique est dans un champ de réforme très important, et clairement, les infrastructures sont au cœur de la réforme du Mexique. Et c'est ça qui est important. Donc on voit bien que cette idée de passer à des projets, de prioriser est important. Il faut, deuxièmement, créer un environnement qui est favorable à l'investisseur institutionnel. C'est un problème, tout bêtement, d'environnement des affaires, de corruption, mais aussi d'avoir les bons produits, d'aider en matière d'atténuation de risque, de rehaussement de crédit. Oui, je vois une minute, j'arrive au bout. De rehaussement de crédit et éventuellement de titrisation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire qu'on va transformer l'infrastructure, c'est très bien ce que disait la compagnie financière, ils veulent faire en Europe. Mais qui va les faire en Afrique? Qui va les faire en Amérique latine? Qui va les faire en Inde? Je ne vous parle pas de l'Afghanistan, mais s'il y en a qui veulent, j'ai des adresses. Comment est-ce qu'on transforme l'infrastructure en une vraie classe d'actifs où les gens sont confortables, où vous êtes confortables de mettre une partie de vos retraites, de vos OPCVM, de vos SICAV dans ce secteur. Et je pense qu'on a une responsabilité, nous, système financier international, pour aider cette transition. Donner d'une certaine manière un label, une imprimature en disant oui, c'est sage de faire ça et on va faire en sorte que ça se passe bien, que les gens se comportent bien, que les projets soient bien sélectionnés, bien priorisés, bien designés et bien financés. Et pour moi, c'est le projet que je porte au titre de la Banque mondiale et avec un certain nombre dans la salle, avec d'autres organisations régionales de développement. On appelle ça le Global Infrastructure Facility, c'est ma page commerciale. C'est ce qu'on porte avec le G20 cette année. Il faut qu'on crée cette classe d'actifs. C'est mon dernier mot. Il faut qu'on crée cette classe d'actifs. Je pense qu'il y a une fenêtre de tir aujourd'hui. Il y a les gens qui cherchent du revenu, du rendement. Et par ailleurs, on voit bien que les infrastructures sont un blocage. Donc si on n'utilise pas cette fenêtre de tir, dans 4 ou 5 ans, l'économie américaine repartira, l'argent repartira aux États-Unis et on aura raté la fenêtre de tir. Voilà. Merci beaucoup. J'ai jamais entendu un discours si rapide à la fin. Bon, merci beaucoup. Maintenant, on passe à Bassiri Touré du Banque ouest-africaine du Oh, c'est bon. Et la question que je vous pose, c'est en Afrique, ce n'est pas une question de croissance zéro, mais pour vous, c'est une question de passer d'une croissance de 5% à 10%. Absolument. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous, le New Deal, c'est de passer d'une croissance actuelle en Afrique de 5 à 6% à une croissance à plus de 2 chiffres. Dépasser le taux de croissance de la Chine, qui est en état d'apaisanteur depuis 2 décennies maintenant. Et je pense qu'en Afrique, on peut le faire. Tout simplement parce que nous sommes dans une grande situation de précarité. Et la situation des infrastructures en Afrique, c'est une mauvaise interconnexion des modes de transport, une faible connectivité aérienne, une faible qualité des services portuaires, l'obsolescence des réseaux ferroviaires et des réseaux terrestres, une mauvaise facilitation et gouvernance dans les couloirs de transport. Si je veux résumer cela, je prends par exemple l'Union ouest-africaine, l'Union monétaire ouest-africaine, au niveau de notre région. Nous avons 8 pays. Pour aller d'un pays à l'autre, même si c'est théoriquement 3 heures de vol, parfois vous faites 2 jours. Vous n'avez pas d'autoroute, parfois entre 2 pays. Les réseaux de chemin de fer, c'est les réseaux de chemin de fer du temps colonial. Et donc, vous avez toute une série de facteurs qui sont là et qui montrent à l'évidence que les infrastructures, c'est important pour l'Afrique. Taux d'accès à l'électricité, 43% en Afrique. Le pourcentage de la population rurale ayant accès à la route, 43%. Ayant accès à l'eau potable, 68%. Et le taux de transport aérien, comme je l'ai dit, très peu développé. Donc nous avons un besoin de financement d'infrastructures de 48 milliards de dollars US par an. Et pour vous citer, je m'efforce d'être concret, quelques projets qui pourraient être emblématiques. Nous avons le projet Inga Igro, 3e phase en République démocratique du Congo, qui fait 40 000 mégawatts. Vous avez le grand barrage de la Renaissance pour le millénaire en Éthiopie, qui fait 5 250 mégawatts. Vous avez le barrage hydroélectrique de Batoka sur le lac Victoria, qui fait 1 600 mégawatts, sans compter l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Alors, c'est pour dire que pour nous, c'est une évidence. L'infrastructure, c'est avec ça qu'il faut y aller. Évidemment, il faut bien le faire. Il faut tirer les bonnes leçons de ce qui a été fait dans les pays européens, dans les pays asiatiques. Le premier jour de la conférence, il y en a qui ont parlé de la culture, du spirituel. Je crois que tout cela est important. Je le dis entre parenthèses ici. Mais les infrastructures, je crois que c'est fondamental. Le financement maintenant, et je dirais que, pour moi, le financement, c'est la face visible de l'iceberg. En Afrique, et ça on a hérité ça malheureusement de l'Europe,
on a une réglementation compliquée, un environnement compliqué, et la plupart du temps, c'est ça qui rend les choses encore plus difficiles. Donc, s'il y a un endroit où on a besoin d'un choc de simplification, c'est bien en Afrique. Et après ça, on a les financements, évidemment, il faut qu'on soit innovatif, parce que les vieux schémas, l'aide publique au développement, ça ne marche presque plus. Il ne faut pas compter là-dessus. Donc, il faut réfléchir et trouver des schémas innovants. J'étais d'accord avec le type de schémas alternatifs qui ont été mis en évidence. C'est vers ça que nous travaillons. Mais au-delà de ça, les choses plus évidentes, les transferts de la diaspora, c'est plus de 50 milliards de dollars par an. Il faut pouvoir trouver un véhicule financier pour pouvoir l'utiliser dans la construction de projets d'infrastructure. Ça, c'est les avoirs de la diaspora. Je pourrais parler aussi d'autres éléments, comme les compagnies d'assurance, les caisses de sécurité sociale, les fonds de retraite en Afrique qui ne sont pas vraiment suffisamment utilisés comme ici. Alors, un autre élément, c'est les pays émergents, la grande Chine, l'Inde, qui viennent, qui sont quand même de grands facteurs d'accélération, de stimulation de la concurrence, et qui viennent quand même avec des montants très importants de financement. Même tout récemment, si vous voulez, vous voulez que je conclue? Non, j'allais bon. poser une question, Voilà. parce que c'est très intéressant. C'est Oui. parce que tout ce que vous dites, c'est aussi une opportunité pour les entreprises d'ailleurs. Ah oui, Et tout là, à fait. ce que vous dites, c'est très intéressant. Donc, j'espère que les institutionnels écoutent, parce que quand vous dites on a besoin d'un système pour faciliter le financement des transferts, c'est une opportunité Non, tout pour à fait. quelqu'un. Donc là, il y a... On a besoin des systèmes innovants. Il faut sortir des schémas d'avant, en tout cas le plus qu'on peut. Utiliser les fondations, utiliser les BRICS, et utiliser les avoirs des travailleurs immigrés, et aller sur le marché financier, approfondir le marché financier. C'est beaucoup de choses qui sont à notre portée. On a le partenariat public-privé, qui a été beaucoup expérimenté dans les pays développés et que nous nous efforçons aussi vraiment de caler. Alors, c'est pour dire, je veux juste résumer avant que vous me disiez d'arrêter, que I'm sorry. L'Afrique, c'est le continent du futur. Une population jeune, une démographie, dans une génération, l'Afrique, ça va être le continent le plus peuplé dans le monde. Des ressources, ou des potentiels, des ressources naturelles importantes. Ce n'est même pas la peine d'insister sur ça, puisque tout le monde le sait. Une classe moyenne qui émerge. Alors, le New Deal, c'est là que vous l'avez. Merci. Je voulais ajouter aussi que ce n'est pas seulement pour vous et pour nous une infrastructure concrète, hein, c'est aussi l'infrastructure de l'éducation et de la recherche, là, pour tout le monde, développé et émergent. Et c'est là où je suis étonnée. Quand j'écoute tout ça, ce n'est pas un sujet, je ne suis pas experte, mais ça me dit qu'il y a beaucoup d'opportunités là pour les pays où il n'y a pas beaucoup de croissance, où on peut trouver la croissance en même temps qu'on peut en profiter ailleurs. Et à l'inverse aussi, il y a sans doute des leçons que vous, dans des pays émergents, peuvent nous faire apprendre. Tout à fait. Et je dirais que si je dois vraiment aller à l'essentiel pour moi dans nos pays, c'est l'infrastructure en matière d'éducation. C'est la base. Malheureusement, c'est là où le bas blesse le plus. Et maintenant, par rapport aux leçons qu'on peut apprendre des autres, et nous apprenons beaucoup de leçons des pays développés en ce qui concerne le savoir-faire technique, juridique, financier, parce que c'est des montages de projets très complexes que le plus souvent nous n'arrivons pas à faire et que nous devons arriver à faire. Mais mieux que ça, nous devons tirer les bonnes leçons de l'expérience. Je suis d'accord, hein, quand un orateur a dit qu'il a le sentiment qu'on ne bouge pas, on fait la même chose et tout. Mais parfois, tirer les leçons des erreurs est aussi important. Et là où nous en sommes maintenant, nous essayons de tirer les meilleures leçons de l'expérience. Évidemment, il faut qu'on ait une créativité, un contenu national qui nous permette d'améliorer ce qu'on nous amène. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Oh, Monsieur Badré.
Non, un point qui est absolument crucial. Le financement des infrastructures aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Tout le monde dit qu'il faut faire des PPP. Alors, formidable, on fait des PPP. On sait qu'il y a eu des histoires horror story, y compris dans ce pays, mais en Grande-Bretagne ou ailleurs. Donc vous imaginez à fortiori dans des pays qui ne sont pas préparés à ça. Et c'est très compliqué, parce que d'un côté, vous avez des entreprises qui ont le sentiment d'être spoliées par les pouvoirs publics, qui évidemment sont corrompus, font pas ce qu'il faut. Et de l'autre, des gouvernements qui ont peur d'être totalement massacrés par des acteurs avides et cupides par définition. Et un des enjeux, pour moi, extrêmement majeurs, c'est de construire cette capacité humaine à gérer ces projets complexes. Si on fait l'impasse là-dessus, si on parle juste de financement, si on parle juste de grands projets, on n'y arrivera pas. Et un des sujets, le barrage Inga que vous mentionnez, qui est un sujet extraordinairement important. Enfin, Inga, c'est sur le Congo, en République démocratique du Congo. 40 gigawatts, c'est la moitié de l'infrastructure électrique africaine installée aujourd'hui. Un des enjeux majeurs, c'est de trouver les équipes pour le mettre en place. Ce n'est pas un projet qui est extraordinairement compliqué. Enfin, il est connu depuis 20 ans, ce projet. Il n'arrive pas parce qu'il faut qu'on arrive à mettre l'expertise humaine en place. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement majeur. Pardon. Merci. Merci. Oui, une question à M. Touré. J'ai un voisin compétent. Oui, bien sûr, l'éducation, mais est-ce que l'éducation, ça peut être un peu plus économique ? Parce qu'on a des infrastructures un peu traditionnelles, un peu vieillies de l'éducation, et peut-être qu'avec les nouvelles technologies, l'éducation peut être, qui est effectivement un élément essentiel, pourrait être développée à moindre coût. Et je suis étonné aussi que M. Touré, vous n'ayez pas évoqué le problème de la santé, des infrastructures de santé, qui est essentiel. Tout à fait. Non, vous avez raison. Et même les infrastructures agricoles, les infrastructures... En fait, je me suis focalisé sur les grands projets structurants. Je ne suis pas allé dans l'éducation, dans la santé, et dans le domaine agricole, qui sont quand même des domaines extrêmement importants. Et si je dois faire une priorité, je dirais que l'éducation, c'est ça, la priorité de nos pays. Et pour répondre à votre question, malheureusement, on a un système éducatif qui est complètement déliquescent dans nos pays, où tout est à refaire. Je ne parle même pas du hard, je parle du soft même, le contenu pédagogique et tout ça, où tout est pratiquement à refaire. Alors, quand on n'a pas les capacités, comment peut-on arriver à embrasser de grands projets d'infrastructure tels que nous en parlons aujourd'hui? Mais je suis d'accord avec vous. Merci. Merci, c'est très intéressant. Et, maintenant, on passe à Laurent Morel, PDG de Clépierre. Et la question que je vous pose, c'est que normalement, on pense, comme on vient de dire, de l'infrastructure comme des ponts, des autoroutes, des barrages. Pourquoi vous méritez d'être considéré comme infrastructure dans un monde où on achète sur le web? Oui, alors voilà, je me suis d'ailleurs posé cette question quand j'ai été invité à parler des infrastructures, à cette table ronde, qui ne l'est pas. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi les centres commerciaux? Alors, j'ai ouvert le dictionnaire Larousse. Alors, dans le dictionnaire Larousse, c'est marqué l'ensemble des installations et des équipements nécessaires à une collectivité. Voilà, une collectivité. Par exemple, l'infrastructure commerciale en ville. Alors, je me suis dit, c'est bon, je suis dans le créneau. Voilà. Alors, l'infrastructure, pourquoi le centre commercial est une infrastructure? Je crois que y a plusieurs façons de répondre à ce sujet. D'abord parce que les grands centres commerciaux, et Clépierre est une organisation qui détient 120 centres commerciaux dans 40 villes d'Europe, ça représente un patrimoine de l'ordre de 14 milliards d'euros à peu près, pour vous donner une indication. Les centres commerciaux sont toujours placés dans les zones de forte urbanité, et de fait, Clépierre s'est peu à peu concentré sur les grands centres urbains. Donc, je crois que les vieux pays, alors c'est intéressant d'entendre parler de l'Afrique, de Kaboul, etc., mais les vieux pays comme les nôtres ont aussi droit à la croissance, hein, enfin je l'espère, et en tout cas en Europe, il y a des polarités, il y a des villes qui sont en très forte croissance, des villes comme Montpellier, Toulouse, Bordeaux, l'agglomération parisienne sont en très forte croissance, et il y a des besoins d'urbanité, il y a des besoins d'urbanisme, et à chaque fois qu'il y a croissance urbanistique, il y a en général besoin d'une polarité commerciale. C'est la raison pour laquelle on fabrique des grands centres commerciaux
Donc pour Clépierre, c'est des centres commerciaux comme Créteil-Soleil, le Val d'Europe, plus récemment la gare Saint-Lazare qu'on a mis en place avec la SNCF et avec les 100 millions de passagers qui passent à travers cette gare, on a créé un lieu commercial un peu exceptionnel. Voilà, donc voilà. Et puis l'infrastructure, pourquoi est-ce que c'est une infrastructure finalement le centre commercial ? Mais quand on regarde le PIB d'une nation, il y a une bonne partie de ce PIB qui se crée au moment de la vente. Entre un produit sur l'étagère et un produit dans le sac de la ménagère, il y a peut-être 25 ou 30% de marge. Voilà. Donc c'est une bonne partie du PIB qui se crée à ce moment-là. Donc au fond, le centre commercial, c'est le lieu où les centaines de milliers de vendeurs et de commerçants exercent leur activité, fabriquent du conseil, du choix, de l'envie, du plaisir des clients. Et ce moment-là, ce moment de création de valeur est très important pour l'économie d'une nation. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, le centre commercial, c'est l'infrastructure de cet événement, de cette création de valeur. On parle beaucoup, effectivement, du commerce sur Internet, bien sûr. Il se développe. Et en même temps, on sait très bien, quand on discute avec nos partenaires commerçants, que c'est quand même dans le magasin physique que se crée la valeur ajoutée. C'est à ce moment-là que se crée, encore une fois, le plaisir du client et la marge du commerçant. Voilà. Donc, et nous, on fabrique des centres commerciaux. Alors, le métier de Clépierre, c'est de fabriquer des centres commerciaux au bon endroit. Et ensuite, une fois qu'on les a fabriqués au bon endroit, d'attirer les meilleurs commerçants, ceux qui vont créer l'attractivité commerciale, et puis aussi d'animer ces centres commerciaux avec un ensemble de promotions et d'opérations d'animation. Alors, ça fait 60 ans qu'on fait ce métier-là. Et alors, évidemment, on est, si je peux me permettre de donner quelques indications, parce qu'on a fait beaucoup de centres commerciaux, on a fait beaucoup de bons centres commerciaux, on a fait aussi beaucoup d'erreurs. Monsieur Doré disait, effectivement, on veut apprendre des erreurs. Alors, on peut se permettre de donner quelques petites règles qu'on a observées depuis qu'on fait des centres commerciaux, des bons ou des moins bons, et qui, à mon avis, s'appliquent à peu près à toutes les infrastructures. La première règle, à mon avis, c'est que le quantum de financement d'une infrastructure n'est jamais un problème. Enfin, en tout cas, dans notre métier, et je pense que ça s'applique à tous les métiers de l'infrastructure, il n'y a pas de gros ou de petits projets, de projets infinançables ou de projets faciles. Un petit projet où la rentabilité n'est pas au rendez-vous ne se fera pas. Par contre, la taille du projet ne joue absolument pas sur sa destinée. Nous, on a fabriqué des centres commerciaux à Madrid en 2008 ou à Malmö en 2010, qui ont été des succès avec des montants de 400 millions d'euros à chaque fois. Plus récemment, à Londres, il s'est fabriqué en pleine crise des centres commerciaux à 1 milliard de livres et qui ont parfaitement réussi. Donc le quantum de financement n'est pas un problème. Si la rentabilité est là, si le business plan est clair, que ce soit en dette ou en equity, on trouve un très grand nombre d'intervenants capables d'investir. La deuxième règle, c'est qu'effectivement, et là encore c'est une histoire pour les vieux pays, mais eux aussi ont droit à la croissance, eh bien c'est souvent plus rentable d'investir sur l'infrastructure existante que de créer une infrastructure nouvelle. Le même euro investi sur une infrastructure existante rapporte plus que sur un nouvel investissement. Il faut toujours se poser la question de réinvestir sur les équipements dont on dispose. Nous avons un patrimoine de centres commerciaux important. On en discutait avec un de nos partenaires. Par exemple, ouvrir le dimanche, c'est une façon d'exploiter mieux nos infrastructures. On y viendra, bien sûr, vous le savez. Voilà. Troisième sujet, c'est toujours plus facile d'investir. C'est très important, il ne faut jamais oublier que, acteurs de l'infrastructure, notre principal client, notre principal interlocuteur, c'est le politique. Voilà. Et donc, au fond, nous, notre expérience, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable et beaucoup plus pérenne de fabriquer des centres commerciaux, des infrastructures dans un environnement planifié que dans un environnement de type libéral régulé. C'est peut-être paradoxal, mais c'est beaucoup plus facile de fabriquer des centres commerciaux, par exemple, en Scandinavie, dans des pays où, par exemple, la ville de Malmö détient, il faut le savoir, 70% de son foncier. Donc quand elle décide de fabriquer au sud de la ville une gare et un centre commercial, on est sûr d'être le seul emplacement, on protège ses investissements. C'est parfaitement réaliste, on peut être planifié. Et voilà. Là, le libéralisme régulé est extrêmement dangereux. Il va donner le libre cours aux opportunités foncières qui seront ensuite capées, je dirais, par une série de règlements, de lois et règlements qui visent peut-être à réguler les excès, mais qui surtout finissent par retarder les projets les plus intéressants. Voilà les quelques règles de base qu'un opérateur
pragmatique de l'investissement se propose pour tous les types d'infrastructures. Nul, je suis vraiment... Désolée. J'étais vraiment plongée dans votre discours. Merci beaucoup, c'était... Yes, allez-y. Hello. So I'm very interested in something you said about working with the public sector. So how have been that interaction in terms of planning, planning for the future of the infrastructure that you build? How do you work with the cities, and has been a positive or negative experience? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je crois que ce que vous dites est très important. La planification, le planning, c'est la clé de la réussite en matière d'infrastructure. Et nous, on le voit très bien en Europe, avec les villes qui sont capables de planifier et celles qui le sont moins. Je dois dire que de ce point de vue-là, d'ailleurs, on a en France une évolution extrêmement favorable des grandes métropoles. On ne le voit pas encore tout à fait, mais il y a un travail considérable qui se fait sur les grandes métropoles françaises. Lyon, Rennes, Lille, Marseille, Nice... voilà. Et donc la métropole aujourd'hui est en marche, elle est en train de planifier, on a ce qu'on appelle les SCOT, les schémas d'occupation du territoire, qui sont un outil de planification remarquable. La planification, c'est le lit de l'investissement en infrastructure raisonné et profitable. Et de ce point de vue-là, en France, on a une évolution très favorable. Je dirais qu'il va tout à fait dans le bon sens, alors que paradoxalement, je dirais la couche nationale, les lois et règlements, eux, vont plutôt à l'inverse, en essayant de rattraper les évolutions sociétales et technologiques par une série de lois qui vont souvent contre la marche des affaires. OK. Je vais dire qu'il y a tant de questions maintenant sur ce sujet qu'on n'a pas beaucoup de temps qui nous reste, mais je vais laisser une question de M. Badré, et peut-être maintenant c'est le débat, mais on va passer après M. Badré. Juste un mais... point qui est très structurant dans ce que tu viens de dire, sur la rentabilité, parce que la question de la rentabilité dans les infrastructures est une question qui est compliquée. Ce n'est pas uniquement une rentabilité au sens classique du terme, return on equity, il y a une rentabilité sociale. Et qui effectivement tient compte du rôle de l'investisseur public. Quand on parle de financement d'une infrastructure, c'est bien un financement. On ne paye pas pour l'infrastructure. Au final, qui va payer ? C'est le contribuable ou le consommateur. Et c'est bien cette équation qu'il faut résoudre et qui rend l'exercice très compliqué. Et c'est la sophistication que j'évoquais tout à l'heure. C'est des partages de risques très sensibles. Merci, M. Badré. Et maintenant, on passe à Dominique Maillard. Et comme j'ai dit, on ne nous reste pas beaucoup de temps. Je suis vraiment désolée. M. Maillard, la question pour vous, c'est que est-ce qu'on aura besoin d'un réseau de transport en 2050 ? Oui, c'est une question qu'on entend souvent. Est-ce qu'on m'entend aussi au micro ? Oui, très bien. Sans doute peut-être un raisonnement qu'on entend plus en Europe que dans d'autres continents. Je crois que notre ami du continent africain traiterait les choses différemment, mais certains nous disent finalement l'avenir des réseaux de transport, d'électricité, quelquefois d'ailleurs ils mettent aussi l'avenir des réseaux d'autoroutes, l'avenir des réseaux de transport ferré, il est derrière vous. Et l'avenir, c'est votre démantèlement, c'est votre disparition. Avec d'ailleurs au moins 3 raisonnements. Certains, c'est une lecture peut-être un peu rapide de Jeremy Rifkin qui nous dit que demain on fera tout par Internet, y compris transporter de l'électricité. Un autre argument, c'est de dire qu'avec le développement des énergies renouvelables, on est plutôt maintenant dans des modèles dispersés, on va consommer, produire sur place, tout ça est très sympathique. Et puis, effectivement, en Europe, et je pense d'ailleurs que ce sera aussi le succès de politiques de maîtrise de la demande, la consommation d'électricité n'a plus vocation à croître. Sûrement pas vrai en Afrique, mais ça peut être le cas en Europe. Bon, malheureusement, toutes ces idées sont des idées fausses. La première, oui, les smart grids, on en parle beaucoup, c'est un enjeu considérable. C'est d'ailleurs le mariage des technologies de l'information et mon successeur à la parole en parlera, et il y a plein de choses, mais avec aussi l'acheminement d'électricité qui reste quand même aussi d'ailleurs un facteur permettant le développement des énergies renouvelables et aussi le raccordement des nouveaux moyens de production. Donc moi je considère que l'avenir des réseaux, il est même encore très largement devant nous. La preuve en étant d'ailleurs que nous investissons aujourd'hui annuellement 2 fois plus qu'il y a 7 ans. Alors peut-être qu'on investit mal, donc on n'a pas la réputation d'être trop mal géré. Et le coût du transport d'électricité pour le consommateur final, c'est 8% de la facture.
Alors c'est important d'être vigilant là-dessus, mais il faut peut-être s'intéresser aussi aux 92% restants sur la question. Alors qu'est-ce qui va de toute façon changer dans les années à venir ? On aura sans doute, bien sûr, la montée de nouvelles technologies, parce que contrairement à une idée reçue, c'est pas parce que les pylônes d'aujourd'hui ressemblent à ceux d'hier que c'est la même chose. On aura effectivement beaucoup plus d'intelligence. Je défends d'ailleurs qu'on en a déjà, parce que quand on traite 40 000 informations par seconde dans le moindre de nos centres d'observation, ça veut quand même bien dire qu'on utilise des moyens performants, et on pourra sans doute encore faire mieux. On aura sans doute des réseaux hybrides, c'est-à-dire des réseaux dans lesquels on se rapprochera des différentes énergies. C'est le fameux défi du power to gas, dans lequel on peut imaginer des allers-retours entre le système gazier et le système électrique. On aura sans doute des liaisons aussi intercontinentales. Je me souviens, il y a 2 ans, une homologue, une compagnie chinoise, qui est une petite PME d'1 200 000 salariés, venait nous expliquer que sans doute avant 2050, il y aura des interconnexions entre la Chine et l'Europe. Oui, ça paraît impensable aujourd'hui, mais peut-être comme il y a 100 ans, paraissait impensable de faire des interconnexions entre les pays européens, et cependant maintenant, ça existe. Donc il y aura des liaisons intercontinentales aussi entre l'Europe et l'Afrique. Il y en a déjà quelques-unes, mais il y en aura encore davantage. Et puis, on ne transportera pas uniquement des électrons, mais sans doute de plus en plus de données. On a aussi on peut être vecteur de transport d'informations pour nos propres besoins et puis pour ceux de nos clients. Ça, c'est ce qui peut changer. Mais qu'est-ce qui restera ? D'abord des investissements lourds et des investissements longs. Ça a été évoqué tout à l'heure. Longs parce que les procédures sont longues. Il faut savoir, on a mis en service l'an dernier en France un ouvrage dans la région de Normandie. Entre le début de l'idée et la connexion de la ligne, il s'est écoulé 8 ans et demi. 7 ans de procédure et 15 mois de travaux. Et on est content que ça n'ait duré que 7 ans, les procédures. Parce que dans certains cas, entre la France et l'Espagne, là, on est en train aussi d'achever les travaux. Il aurait fallu 25 ans pour trouver le bon tracé. Et ça peut changer, mais c'est un problème de société, parce que nos concitoyens ont une appétence croissante pour l'information, ils veulent comprendre les phénomènes, il faut leur expliquer, mais il faut sans doute aussi trouver un bon équilibre. La durée d'une concertation n'est pas nécessairement un critère de sa qualité. Des investissements longs, des investissements lourds, donc on rejoint un certain nombre de questions qui ont été évoquées sur des procédés innovants en matière de financement. Il faudra certainement y penser. Mais il y a un élément qui restera, et j'y crois beaucoup, ce n'est pas une défense, je dirais, d'un statu quo, c'est le monopole naturel, qui est cher aux économistes. Et on est bien sûr ici dans un cercle où souffle l'esprit économique, mais monopole naturel, ça veut dire que ça n'a pas de sens de vouloir mettre en concurrence 2 infrastructures de transport sur la même zone géographique. Et on le voit d'ailleurs dans le domaine des télécoms, où finalement, après avoir introduit de la concurrence sur ce sujet, quelle est la première volonté des opérateurs, qui n'est d'ailleurs pas découragée par les États ou la réglementation, c'est d'essayer ensuite de faire des choses ensemble et de partager les infrastructures. Bon, en matière d'électricité, je pense que la cause est plutôt entendue, il faudra y rester. Et puis, pour répondre à la provocation de Marc tout à l'heure, qui connaît la réponse, est-ce que nous sommes une force d'innovation ? Je défends que oui. Les fameux smart grids dont on parle tout à l'heure, je défends qu'ils ne se feraient pas. Bien sûr, on a besoin des outils que nous fournissent les industriels, mais il faut aussi des donneurs d'ordre. Et s'il n'y avait pas en France le réseau de transport d'électricité et le réseau de distribution d'électricité, il ne se ferait pas grand-chose. De même que les formidables applications qu'on a grâce à ces applications, s'il n'y avait pas des réseaux d'infrastructures, je pense qu'on aurait du mal à s'en servir. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas le bon réseau, on s'en aperçoit. Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, j'ai gardé la meilleure question pour vous, Michel Combes. C'est que, est-ce que les politiques sont le vrai obstacle au projet de l'infrastructure et de l'avenir numérique dans votre cas ? La réponse est oui. Mais bon, je vais quand même élaborer un tout petit peu, si vous me le permettez. D'abord, je voudrais remercier Dominique Maillard, parce que je me demandais où on était, jusqu'à ce que Dominique arrive et qu'il parle enfin de nouvelles technologies. Donc il va falloir d'ailleurs qu'on fasse un tout petit peu de pédagogie ensemble, toi et moi, auprès de ces banquiers, qui nous ont parlé de routes, de voies ferrées, d'infrastructures, mais sans jamais utiliser le terme nouvelles technologies. Je pense quand même que les réseaux numériques sont le système sanguin de l'économie de demain, et donc lorsqu'on parle d'investissement, il me paraît indispensable de parler
de numérique. Et d'ailleurs, il y a même quelques études de certains de vos organismes, puisque la Banque mondiale dit qu'un accroissement d'investissement de 10% dans l'accès au débit se traduit par un accroissement ou par une croissance annuelle du PIB de 1 à 1,3% additionnel. Donc il y a bien un effet effectivement multiplicateur de cet investissement qui est au cœur de toutes les stratégies dont on a pu parler aujourd'hui, puisque si on veut rénover l'ensemble des politiques industrielles aujourd'hui ou demain, il va falloir passer par cette mutation digitale. Ça, c'est le premier point que je vais vous l'indiquer. Alors, le deuxième point, je crois qu'il faut mettre un terme au numérique gadget. C'est-à-dire, c'est formidable d'avoir un secrétaire d'État au numérique, mais il faut mettre le numérique au cœur des politiques et des stratégies des États. On peut essayer de s'acheter une bonne conscience en ayant comme ça une petite poupée quelque part, mais ceci dit, il faut absolument mettre le numérique au cœur des priorités stratégiques, ce qui signifie repenser les business models, repenser les modèles économiques en intégrant ces nouvelles technologies, comme le font un certain nombre d'acteurs, notamment nord-américains, qui sont en train de révolutionner tout un ensemble de secteurs. On les connaît, la presse, les médias, la distribution, avec des entreprises comme Amazon ou autres, et qui malheureusement sont en train de naître sur d'autres continents que le nôtre. Donc mettre un terme à ce numérique gadget pour réintégrer le numérique au cœur des stratégies politiques. Deuxième élément, pour toujours répondre à la question, oui, il y a un déficit en fait d'engagement politique. Deuxième élément, c'est si on veut effectivement promouvoir le développement des infrastructures numériques, il faut renoncer à l'obsession consumériste de la concurrence telle qu'on le connaît aujourd'hui, notamment en Europe. Et mon voisin en parlait juste à l'instant en parlant des opérateurs de télécommunications. Il faut bien voir que si on veut demain avoir des infrastructures de qualité en Europe, il faut que que des opérateurs investissent dedans. Il nous faut donc des opérateurs de télécommunications qui aient les moyens et la capacité d'investir. Donc ce que je dis, c'est oui à la concurrence, bien entendu, pour avoir des services de qualité, mais une concurrence au service d'une priorité stratégique, d'une priorité industrielle qui vise à doter nos économies des infrastructures dont nous avons besoin. Troisième élément, c'est, si vous me le permettez, pour terminer là-dessus, donc effectivement, j'ai martelé cette nécessité de remettre le numérique au cœur des priorités stratégiques des États. Je crois qu'on y faisait référence. Il va falloir repenser nos politiques publiques, donc nos politiques d'aménagement du territoire, nos politiques de santé, nos politiques d'éducation, nos politiques de formation, l'ensemble des politiques de l'État pour pouvoir effectivement enfin faire cette mutation digitale qui devrait libérer l'économie et qui devrait permettre de renouer avec la croissance dans toutes les régions du monde. Bien entendu, la façon de faire cet aggiornamento sera différente en fonction des pays dans lesquels on intervient. Certains pays l'ont déjà fait. Les États-Unis sont très en avance sur l'Europe. L'Asie est en train de prendre également une avance considérable en termes de déploiement d'infrastructures numériques. Je pense que l'Europe a un retard considérable aujourd'hui et donc il est nécessaire d'accélérer. Je serai d'ailleurs dans 48 heures à Venise avec la présidence et avec le Premier ministre italien pour lancer un appel pour un aggiornamento de la politique européenne en matière de digital. Et je pense que dans des pays comme les pays africains dont on parlait précédemment, là, il y a probablement, avec ces technologies, la possibilité de sauter une génération, c'est-à-dire que ces pays qui n'avaient pas les infrastructures, notamment téléphoniques de qualité comme on pouvait l'avoir dans nos pays, vont pouvoir, grâce au mobile, à l'Internet mobile, probablement reprendre un certain leadership, et le numérique peut remettre tous les pays sur un pied d'égalité dans le commerce mondial, et ce qui est le gage d'une croissance pour tous. Voilà. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Oui, absolument. Je veux juste vous conforter dans ce que vous avez dit. Je prends un exemple concret. Au Mali, il y a des salariés qui gagnent à peu près 100 € par mois. Ils ont quand même leur téléphone cellulaire. C'est ça que je voulais ajouter. Merci. Oui, on prendra une question du public. C'est une seule, c'est elle, là. L'étudiant, je suis désolée. On n'aura pas le temps, je suis vraiment désolée. C'est une question et après...
Ah, désolé. Madame, non, ça, c'est non, pas non, sur le sujet. non, Si non. on peut prendre cette Oui. question à l'extérieur. J'ai dit un numérique gadget, mais je ne parlais pas d'une personne en particulier et dans l'ensemble des entreprises aussi. Pardon. Je vous mais demande de prendre cette question, de poser cette question à l'extérieur. Mademoiselle, si vous voulez poser votre question. Oui, bonjour à tous et à toutes. Attention, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui pose une question. Excusez-moi, donc bonjour. Donc, je représente Virgile Bousquet qui aurait dû être là cet après-midi pour poser cette question. Donc, je vais vous lire la question qu'il avait pour vous, pour mieux retranscrire sa pensée. Les partenaires publics-privés sont-ils une forme de financement durable pour accompagner un New Deal des infrastructures? Voilà. PPP, qui répond? Moi, Qui répond? Moi, je dirais oui. Ah bah oui. Alors, moi, je dirais oui, mais pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Je pense qu'un PPP, c'est encore une fois quelque chose de très sophistiqué. Ça veut dire mettre autour de la table des acteurs qui ont des attentes très différentes, souvent des acteurs publics qui se disent, grâce au PPP, je vais pouvoir repousser mes contraintes de financement. C'est un maire qui dit, ah bah, très bien, ça sera le successeur de mon successeur qui paiera dans 20 ans. Et on voit ça comme une solution uniquement de financement, alors que fondamentalement, un PPP, c'est une solution de partage des risques optimisée. Et ça ne s'improvise pas. Donc oui, il faut absolument qu'on travaille dans ce sens-là, mais il faut qu'on ait l'expertise derrière. Sinon, c'est des horreurs absolument évidentes. On l'a vu dans la plupart des pays européens, y compris dans les plus sophistiqués, comme la Norvège d'ailleurs, pour prendre un exemple en dehors des sentiers battus. I just wanted to add that I agree. Yeah. The only challenge, besides what you said, is the performance evaluation of public-private partnerships. I think there's a lot to learn there because there's not very sophisticated or very basic or too convoluted, and I think that's where the risk is. But I think that's also the path forward. Le micro marche pas. Le micro. No much fun. The other problem is that if there's too much competition, we saw this in the UK, that people will bid each other down and then they will take on projects they can't afford to do. And you have to really regulate these public-private partnerships quite a lot. Now I'd like to pass to Marc Guillaume to give us the conclusion. Non, je voudrais d'abord dire que Peggy, tu as été formidable. Tu as organisé cela avec un sens de la temporalité, de la conflictualité parfait. Je voudrais finir sur une petite remarque. On a un peu oublié la recherche fondamentale et la rupture technologique. Ça a été dit, heureusement, par le dernier intervenant. On n'a pas pu tout dire, mais globalement, je crois que c'est une solution honorable. Bravo, Peggy. Merci. Ah, merci à vous. Merci tous. Merci.